J'ai toujours pas compris ce qu'on faisait là depuis 6 h du matin, moi, à Muriel. Mais non, attends, je t'ai pas dit qu'on était à Muriel. Je te dis depuis une semaine que c'est à Uriel, l'émission de matin. Uriel. Moi, j'ai vu Muriel. Mais non, mais attends, d'abord, on ne dit pas à Muriel. Si tu veux dire à Muriel, tu dis chez Muriel. Chez Muriel, ça n'a rien à voir. C'est ma cousine qui habite dans le Tarn-et-Garonne. Je te l'ai dit, on est à Uriel. La preuve, regarde, je crois que là-bas, il y a Fabien Gandillon, la rédaction de France 3. Il est journaliste d'investigation. Il a mené une enquête ici il y a déjà pas mal de temps. Et il sait tout sur Uriel. Uriel, Jean-Loup. Bien vrai qu'on est à Uriel, Fabien. Et oui, Jérôme, on est à Uriel. Uriel, dans le département de l'Allier, dans la province historique du Bourbonnais. Uriel, c'est un village de 2700 habitants qui est situé à peu près au centre géographique de la France. Uriel, son monument emblématique, c'est la toque, c'est ce bâtiment, ce donjon du XIIe siècle. Un donjon qui est un des restes de l'ancien château fort de la commune. Ce donjon abrite aujourd'hui, un musée qui contient donc une salle sur l'histoire de la commune, mais également une salle sur l'histoire vigneronne, car ici, le vignoble a été l'une des richesses de la commune. Uriel, c'est aussi un patrimoine immatériel avec George Sand. L'écrivain a écrit un roman en 1853 qui s'appelle Les Maîtres Sonneurs, dont l'intrigue se passe à quelques kilomètres d'ici. Si vous êtes amateur de littérature et de randonnée, vous pouvez même partir sur les traces des héros de ce roman, dont l'un porte d'ailleurs le nom d'Uriel, le nom du village où nous nous trouvons aujourd'hui. Merci Fabien, merci. Effectivement, 9h50 ce matin, à planter ses caméras ici, dans ce coin du Bourbonnais. Une émission spéciale et entièrement dédiée à ce village. Alors, on a beaucoup parlé à l'instant avec vous, Fabien, du passé d'Uriel, mais ce qui nous importe ce matin, c'est bien sûr son présent, puisqu'apparemment, d'après tous les psychologues, le bonheur ne réside que dans le présent, ici et maintenant. Et l'incarnation de ce présent, elle est là, à côté de nous ce matin, c'est Céline, ex-Cofond, qui va nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Céline. Bonjour. Merci de vous être levée pour nous. On sait que vous êtes une couche-tard, hein, comme beaucoup d'artistes d'ailleurs. En effet. Vous êtes présidente d'une association ici, à Uriel, qui s'appelle l'association des toqués d'art. Toqués, on va le rappeler, hein. Ça fait référence à la toque qui se trouve derrière nous, ce fameux donjon dont Fabien va nous parler, donjon quadrangulaire. Vous êtes la présidente de cette association qui est un réseau donc d'artisans, hein, c'est ça ? C'est un réseau d'artisans d'art qui s'est installé sur le territoire d'Uriel et de ses environs et qui regroupe plusieurs disciplines qui sont tous des professionnels. Et effectivement, on forme un petit groupe où on partage les informations, on partage notre art, mais surtout on partage beaucoup d'enthousiasme. Alors des métiers d'art, c'est comme ça désormais que cette commune ou la communauté de communes d'Uriel veut se présenter aux visiteurs et aux curieux. C'est ça, c'est une façon aussi de communiquer, quoi. C'est une façon de communiquer et puis c'est un petit peu s'approprier une identité de ce village et aller dans la continuité de l'histoire aussi de ce village avec la présence de tous ces artisans qui font vivre, effectivement, qui apportent une animation et qui montrent leur savoir-faire avec même des savoir-faire très particuliers. Ils sont au nombre de combien ces métiers d'art ? À peu près une quinzaine. Une quinzaine. Tout a débuté, quelqu'un me disait tout à l'heure en aparté, tout a débuté avec un luthier il y a quelques années. Hein. Voilà, en 2004, avec un couple de luthiers qui s'est installé sur la commune et ça a donné l'idée à la communauté de communes justement d'essayer de donner les moyens à des artisans de s'installer, donc en aménageant des ateliers, en facilitant leur installation et pour leur permettre justement de créer vraiment une activité dans la commune. Alors on ira chez vous, hein, parce que vous êtes présidente de cette asso, mais vous êtes aussi artiste. Hein. Oui. On verra quel est votre domaine de prédilection, Céline. Mais avant tout, on va pousser les portes d'une première artisan, couturière, costumière, on va l'appeler comme on veut, à Magali Bécard. C'est à elle qu'on pense ce matin, puisqu'il y a quelques jours de cela, avec une petite équipe, j'ai fait la tournée de ces artisans et tout commence en fait chez Magali Bécard, tout ça à dos de mobilette. Regardez. Bonjour. Bonjour. Bonjour Magali. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous, dans votre atelier Magali. Merci à vous. Ce matin. Alors je suis surpris. Oui. Je découvre une machine à coudre.
on va dire, assez banal. Tout à fait, Ça, oui. c'est vraiment la première des choses que Ouais. j'observe. Bah, il n'y a pas beaucoup, il y a pas besoin de beaucoup d'instruments. Il faut avoir une machine à coudre simple et puis beaucoup d'inventivité, de créativité pour les créations. Alors justement, les créations, c'est pas ce qui manque ici. Oui. Elles sont là tout autour de nous. Votre métier est celui de costumière ou de couturière finalement? Je dirais plutôt couturière ou créatrice, parce que styliste, c'est aussi plus des études, quelque chose de bien spécifique. Et moi, je travaille beaucoup avec l'esprit, avec l'âme, donc je crée vraiment Vous ce travaillez que avec j'ai. l'esprit, Voilà. vous travaillez avec l'âme. Expliquez-moi, que je comprenne. Mon esprit dicte un peu ce que mon âme veut retranscrire dans mes créations. Mhm. C'est un peu complexe, mais c'est de l'ordre de l'artistique. Donc c'est pour ça que je dis D'accord. que je suis plus une créatrice, comme un peintre, comme un sculpteur. J'essaie vraiment de faire ressentir mon âme dans mes créations. Et votre inspiration, elle vient d'où? Alors, je la trouve beaucoup dans les costumes de toutes époques. J'adore le médiéval, le romantique, le mystérieux, le 19e. Et dans toute époque, il y a des choses magnifiques au niveau inspiration. Alors ça commence comment? J'imagine que ça commence pas devant cette machine à coudre. Non. Ça commence comment? Alors, c'est le tissu qui me donne l'inspiration. Je cherche des morceaux de tissu. Quand je vais faire un petit peu de shopping, Ouais. donc par exemple, je trouve des tissus qui m'inspirent. Ouais. Ce style-là. Et là-dedans, je vois des robes, je vois des créations, je les pose sur le mannequin. Et là, je commence à sculpter le tissu. Alors il n'y a pas de dessin au préalable. Non, Vous partez pas d'un dessin. c'est très très rare. C'est très rare. Ouais. Parce que généralement, ça commence comme ça pour un styliste. Un styliste, c'est comme ça qu'il apprend dans les écoles, Ouais. justement. Moi, c'est l'inverse. C'est vraiment le tissu qui m'inspire. Je vois la robe dedans ou la création, je le pose sur le mannequin et je crée. Et vous découpez. Vous Voilà. allez au ciseau directement. Aux ciseaux, aux aiguilles, voilà, c'est ça. C'est vraiment de la pure création et Est-ce que vous avez fait une école ou pas? autodidacte. Alors vraiment par empirisme. alors. Voilà, c'est ça. Vraiment? Oui, oui, tout à fait. ouais. Mais autour de vous, il n'y avait pas de gens qui vous ont initié ou Non plus. C'est venu spontanément? voilà, spontanément, à tout hasard. J'ai découvert que j'avais ce don. Bon, j'adorais tout ce qui était artistique à base. Et puis la matière, le tissu, ça m'a vraiment développé ce côté Et artistique. ça a commencé il y a combien de temps tout ça? Depuis 2001. Ouais. Donc ça fait bientôt 16 ans. Et je suis à mon compte depuis 2004. Depuis 2004. Voilà. Avec tout un tas de collections finalement. Voilà, ça a commencé comme ça. Qui s'empare justement de vos créations? Alors, Vous je adressez à qui? travaille... Par exemple, ça, là, par exemple, c'est très beau. Oui, bah ça, c'est C'est très riche. une pure création. Donc, je suis partie par des plumes de faisan et les plumes m'ont inspiré tout le corset. Et ensuite, ça a servi pour des shootings photos, pour des mannequins, des professionnels et pour des chanteuses aussi. Je Donc fais là, il beaucoup de y a prêts. des plumes, vous allez dans les bois, comment vous faites pour les plumes là? Non, ça, on me les a donnés. C'est vrai? Un Mais c'est des chasseur vrais- qui m'a ramené. Mais c'est des vraies plumes. C'est des vraies plumes de faisan, oui. Oui, oui, tout à fait. Donc les chasseurs viennent vers vous aussi. Aussi. Incroyable cette histoire. Tout m'inspire. J'ai pas de limite. Et avant cette vie de créatrice, Ouais. quelle était votre vie? Alors comptable, serveuse, vendeuse, plein de petits jobs différents. J'ai touché un petit peu à tout. Et après, j'ai découvert ça. Donc je me suis Et vraiment le déclic, lancée. c'était quoi? Vous vous en souvenez? Oh là. Il y a 16 ans, il y a 16, 17 Il y a ans 16 ans, oui, c'était mon rideau de douche. C'est-à-dire, Alors j'ai adoré le tissu de mon rideau de douche. Je l'ai arraché. vous Je me avez suis fait quoi? dit, Une allez, combinaison de ski? un non corset. Un corset. Ouais. Mon premier corset avec un rideau de douche. C'est la passion. C'est faut aimer, faut y aller, faut foncer, faut rien regretter. Et vous êtes d'ici ou pas? Vous êtes d'Uriel? Pas du tout. Je suis originaire d'Alsace. J'ai toujours habité en centre-ville et j'avais besoin vraiment de campagne pour m'inspirer et puis pour mon travail. Et c'est par hasard que je me suis retrouvée dans le centre de la France. Quoi, votre voiture est tombée en panne à Uriel et vous êtes tombé amoureux du mécanicien? C'est non presque ça. En fait, le centre, je pensais que c'était vraiment loin de tout. Et en même temps, on est proche de toutes les villes. On n'est pas loin de Paris, on n'est pas loin du Sud, on n'est pas loin de Lyon, on n'est pas loin de Bordeaux. Donc on est vraiment au centre de tout, finalement. Magali, on va continuer cette discussion. On fait un petit aparté parce que j'ai donné rendez-vous à une personne que vous connaissez très bien qui s'appelle Simone Meyer, qui Oui, est Simone qui est Meyer, potière, tout elle à est juste fait. à côté. Alors j'ai Exactement. enfourché à nouveau ma mobilette et puis je vais revenir vers vous le temps que vous équipiez ou que vous habilliez en fait les Quelques mannequins copines. pour qu'on voit un petit peu ce que ça peut donner Avec grand plaisir. sur des corps féminins. Ouais. À tout de suite. À tout de Magali. suite, merci. Et retour sous le soleil d'Uriel en direct. On n'est pas bien là. hein. On C'est est des- vraiment bien, c'est- soleil comme c'est- ça. C'est On se magnifique. croirait en printemps, au Mais printemps. vraiment là. Il manque plus que quelques boules de pétanque là derrière nous et les joueurs avec une bonne casquette et des bardeurs. Enfin bon, tout ce qu'on aime quoi. Hein, la vie est légère.
avec pour témoin ce matin, encore une fois, ce donjon hein, du XIIe siècle, hein, qui était un donjon de défense dont se servait la famille des Bourbons. On sait qu'ici, encore une fois, Fabien nous l'a dit tout à l'heure, on est dans le Bourbonnais. Uriel, célèbre aussi et célébré par George Sand, l'écrivain du XIXe siècle. On en parlera encore un peu tout à l'heure avec Oui. les maîtres sonneurs. Il faut que je vous la fasse en fait. Je résiste pas à la tentation, Céline. Céline, est-ce qu'au fond, la vie à Uriel est belle? Ah, elle est fantastique, la vie à Uriel. J'en bougerai pour rien au monde. On l'a entendu dans la voix de Magali Bécard, c'est un vrai choix de vie pour elle. Et on a fait le tour des artisans, on les entendra aussi tout à l'heure, tout au long de cette émission. C'est un vrai choix de vie. Ils sont pas là, ils sont pas venus ici par hasard. Bah, s'ils sont venus par hasard, en tout cas, ils y sont restés. Ouais. Moi, je suis arrivée presque par hasard, parce que je Racontez-nous cherchais un un petit peu. endroit. Ouais, justement, racontez-nous un petit peu. J'ai passé 20 ans à Paris et je cherchais vraiment un endroit bucolique, isolé, au milieu de la campagne, pas trop loin d'une ville. Et j'ai vraiment, au départ, cherché, j'ai tiré un trait de compas, en fait, quasiment autour de Paris, en me disant à 3 heures de Paris, je serais pas trop loin non plus. Et je suis arrivée ici vraiment par hasard. Je Vous êtes connaissais tombé en personne. panne de voiture, non? Ou Je suis pas tombée en panne de voiture. J'ai cherché une maison. J'ai vu des maisons qui me plaisaient. J'en ai visité. Et puis, quand j'ai visité celle que j'habite aujourd'hui, j'ai regardé autour de moi et j'ai dit, mais c'est là que je veux être. C'est merveilleux. Et j'ai pas du tout l'intention de bouger. Alors on la verra d'ici quelques minutes, hein, votre maison, votre refuge, votre repère, dire ça. votre atelier aussi, qui porte un nom assez saugrenu. Ouais, exactement. La cochonnière, vous m'avez dit. Oui, la cochonnière. C'était une ancienne réserve où on... C'est une véritable cochonnière. C'est comme ça que les gens l'appelaient dans La le coin. souillarde. C'était une souillarde, ça voilà, ou une porcherie, comme on pourrait dire quelque part. Bon, la porcherie, c'était moins joli comme nom. Mais on l'appelait la cochonnière. Donc j'ai trouvé que le terme était amusant. Puis ça correspondait à pas mal à certains versants de mon travail, donc je me suis dit très bien. Vous êtes bien là. On reverra encore une fois ces images. Vous en avez fait vraiment un lieu d'inspiration. On rappelle, hein, vous êtes peintre, vous êtes dessinatrice et puis graveuse. Également, vous donnez des cours là-bas, justement en parlant de gravure. Il y a un marché ici hein, qui a cours depuis quelques années maintenant que vous animez, le marché de l'estampe. Non, le marché de l'estampe, il est tout récent. Voilà. Ah bon. Ici, il y a la rencontre des arts qui regroupe beaucoup d'artisans d'art tous les ans. On a entre 60 et 80 artisans qui se déplacent chaque année autour du mois de mai ou du mois de juin pour une grande journée vraiment sur la pratique de l'artisanat d'art et l'art en général. Et le marché de l'estampe, c'est une initiative récente. C'est justement avec mes activités de graveuse que j'ai voulu développer ça parce que je me suis aperçue qu'il y avait très très peu de choses qui existaient ici. C'est à quelle période généralement? Là, on l'a fait tout début septembre, donc on va sans doute le reproduire, mais sous la forme d'une biennale. D'accord. Et ça attire du monde alors des alentours? D'où viennent les gens finalement qui s'intéressent à ce marché? Sur le marché de l'estampe, pour l'instant, c'était une première édition, donc il y avait encore assez peu pas véritablement une grande affluence, mais il faut bien commencer d'une manière ou d'une autre. Et il y a effectivement pas mal d'amateurs d'estampes, notamment avec la présence de Chamalières, parce que qui est un grand centre de l'estampe et qui est pas très loin géographiquement, à côté de Clermont-Ferrand. Et donc il y a des ateliers effectivement, mais qui sont très disséminés, qui sont souvent à 80 ou 100 km de distance. Et je trouvais ça intéressant justement de réunir un petit peu au centre de ces différents ateliers, de faire une manifestation autour de l'estampe. Alors je vous regarde, je vous écoute, je vous regarde et je vois surtout une belle paire de lunettes fournées. Je peux me permettre. Je vous en prie. Ces lunettes, faites voir un peu. Je vais essayer. Hein, Oui, on va voir. vous n'allez rien voir. Attends, qui a éteint la lumière là? C'est ça. Non, mais qui a éteint la lumière, c'est pas possible. Alors, je vous parle de ça, pourquoi? C'est la transition, vous avez compris. Ici, on a dit qu'il y avait une costumière, une couturière, et puis on verra qu'il y a une marionnettiste aussi plus tard. Mais surtout, il y a une lunetière. Oui, une notre amie lunetière, Florine, qui s'est installée là. Elle a rejoint Fabien qui se trouve juste à côté de moi. Et Fabien va tout nous dire en fait de la jeunesse de cette installation-là qui peut surprendre une lunetière. Oui, une lunetière. J'imagine que vous êtes cliente. Bien sûr. Cette paire de lunettes, ne me dites pas que vous l'avez achetée en Chine ou ailleurs. Celle-ci, j'ai honte. Bon. Vous avez de quoi, Céline? Absolument. Fabien, c'est à vous. J'assume. Vous êtes avec cette fameuse Florine. Et oui, avec Florine Papon-Camarda, bonjour. Bonjour Fabien. Vous êtes opticienne dans le village d'Uriel, mais vous êtes surtout lunetière. Est-ce que vous pouvez m'expliquer la différence entre les deux? Alors, donc moi je fabrique manuellement des montures et donc du coup ce qui permet de faire des montures complètement sur mesure.
Alors comment ça marche? Comment vous fabriquez une monture? Et est-ce que vous pouvez nous montrer un petit peu ce que vous faites? Alors tout d'abord, on va prendre beaucoup de mesures sur la personne qui souhaite faire une monture sur mesure. On va prendre environ 12 mesures. Et puis, on va dessiner avec elle un modèle unique. On va voir ce qu'elle veut en forme. On va également choisir les coloris qu'elle souhaite, et puis et bien après on va faire un prototype, puis on va découper dans une plaque le modèle. Alors vous vous servez de quel matériau? Je vois que vous avez amené des plaques. Alors voilà, ça c'est le matériau brut, donc en fin de compte c'est de l'acétate de cellulose, c'est un matériau plastique. Et ça permet de faire vraiment ce que l'on veut, et on est très très libre puisque ce sont des matériaux que l'on peut coller ensemble, hein, donc on peut faire vraiment un puzzle, comme une mosaïque en fait, hein, voilà. On va pouvoir le découper, coller des plaques ensemble pour pouvoir faire des modèles vraiment originaux. Alors comment ça se passe avec votre client? Vous faites un dessin, vous lui montrez des choix qu'il peut faire? Alors je vais prendre plusieurs mesures, hein, avec différents instruments, pour avoir quelque chose de cohérent au niveau de la monture. Et puis nous allons prendre une photo du client, et je vais dessiner sur ordinateur en fonction des paramètres que j'aurai pris en mesure, et on va voir ensemble la forme qu'il souhaite, donc plutôt rectangulaire, plutôt rond, quelque chose, une forme peu commune, et puis en fonction de tout ça on va déterminer vraiment à la convenance, et surtout aussi prendre en compte un gros paramétrage, c'est-à-dire la correction. Selon les corrections, on va pouvoir optimiser l'épaisseur donc du verre en fonction des corrections. Alors c'est l'ordinateur qui découpe, mais c'est vous qui polissez à la main ensuite, qui faites les détails. Effectivement, j'ai une commande numérique qui va me permettre de sortir une ébauche, hein. Alors on a un exemple ici. Donc l'ébauche va sortir vraiment de façon vraiment brute. Donc ça c'est vraiment la matière brute. Voilà. Et puis là, vous voyez, il va y avoir beaucoup de choses à limer pour arriver à quelque chose de très lisse. Donc on va avoir des étapes de ponçage et de limage très très importantes pour arriver à quelque chose vraiment qui nous permette d'avoir une matière vraiment très 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 lisse et surtout polie. Alors, est-ce que beaucoup d'opticiens fabriquent eux-mêmes leurs lunettes? Non, c'est encore peu répandu. Toutefois, ça commence à devenir quelque chose qui se fait dans les grandes villes, parce qu'on a de plus en plus de demandes de choses un petit peu particulières. C'est un statut d'artisan, donc vous... C'est un statut d'artisan, donc on triple le statut, c'est-à-dire qu'on a un statut de professionnel de santé avec toute la partie vraiment pure optique, on a la partie commerçant et enfin la partie artisan. Alors on a quelque chose d'intéressant, c'est puisque vous avez la matière première, vous pouvez faire d'autres objets avec. Voilà. Je vois des bijoux qui sont faits dans la même matière ici que les lunettes. Effectivement, donc ça permet donc une grande liberté et également de faire des bijoux assortis à la monture. Donc je viens, enfin, ou ma compagne vient, sait-on jamais, vous me faites une paire de lunettes et vous pouvez faire des bijoux assortis. Voilà, c'est cela. Donc on peut faire des bagues, on peut faire des boucles d'oreilles, ce qui permet d'avoir vraiment quelque chose d'assorti et quelque chose de complètement différent. Alors, la question que tout le monde se pose, est-ce que ça coûte plus cher qu'une paire de lunettes qu'on achèterait toute prête? Alors, effectivement, puisque ce sont des modèles uniques, et puis ça demande énormément de travail. Donc, effectivement, il faut compter environ 350 € pour une monture artisanale, faite sur mesure, et uniquement dans le magasin à Uriel. Et ce sera un modèle unique? Un modèle unique. Vous refaites jamais deux fois la paire de lunettes? Non, non, puisque chacun est différent et donc du coup les mesures sont forcément différentes d'une personne à une autre. Est-ce que vous utilisez d'autres matériaux que l'acétate, si je veux des lunettes en bois par exemple? Alors pour le moment, l'acétate c'est ma matière de prédilection, le bois non. Pas de suite. Toutefois, j'aimerais partir sur la corne, qui est un matériau qui est noble, et donc du coup, et qui permet d'être travaillé comme un peu l'acétate, c'est-à-dire en chauffant, alors que le bois se travaille
plus dans les étuves et c'est plus compliqué. Donc c'est un savoir-faire spécifique. Voilà. Merci Florine Papon-Camarda d'avoir été notre invitée dans ce 9h50 le matin. Vous voyez Jérôme, si vous voulez des lunettes en corne, vous savez à qui vous adresser. Merci Fabien, c'est gentil, mais je n'ai pas encore besoin. Hein. Ça attendra un peu. Oui, évidemment, ça on ne peut pas y échapper. Hein. Malheureusement, Céline. Oui. De cet Uriel, on en fait notre miel ce matin. On était en train de se dire que Florine, finalement, de tous les artisans d'Uriel, c'est la fille du pays, l'unique fille d'Uriel parmi les artisans que compte votre assos. C'est la seule qui est native d'Uriel, absolument. Ouais, c'est incroyable qu'elle ait voulu aussi revenir chez elle et créer quelque chose aussi chez elle. Ça compte aussi Bien sûr. pour elle et pour ces artisans qui sont tous attachés, peu ou prou, à cette commune, à ce territoire. À ce territoire. Alors, on va rentrer un petit peu plus de façon précise dans votre vie, dans votre quotidien, pour savoir comment vous et de quoi vous vivez, surtout. On a dit tout à l'heure que vous aviez fait l'école du Louvre à Paris, évidemment, que vous avez été professeur aussi, professeur d'art plastique. Professeur d'art plastique, conférencière en histoire de l'art. Et voilà, et je faisais aussi des visites d'exposition, guides, etc. Voilà. Ouais. Et ça vous a occupé pendant combien de temps ? À Paris, ça m'a occupé un moment. Ouais. Et puis ici, je développe des activités un petit peu diverses et variées selon les besoins aussi, parce que on peut me demander une conférence, on peut me demander un cours de peinture, un cours de dessin, mais c'est essentiellement la gravure que je pratique aujourd'hui. Et il faut nécessairement aller donc du côté de Saint-Désiré où vous résidez. Oui, parce que la presse, je la déplace pas si facilement que ça. Et on peut le comprendre, parce que quand vous m'avez envoyé le roadbook, l'itinéraire pour venir chez vous, on a tourné un sacré moment avec l'équipe, hein, je peux vous dire. Hein. La troisième à gauche, voilà. Derrière l'arbre, après il y a l'épi de maïs, il faut contourner, passer la première butte, deuxième butte, et puis il faut avoir envie de venir et il faut le faire exprès. Il y a un chevreuil normalement, et puis au chevreuil on tourne à gauche et c'est là quoi. Voilà. Alors le GPS n'arrive même pas chez vous, je crois. Ah non, il se trompe aussi. C'est ça. Voilà, donc tout le monde arrive, mais parfois ils mettent un peu de temps. C'est bien que la première fois qui est difficile. Alors on l'a dit, cet atelier s'appelle la cochonnière, vous y tenez. Hein. Absolument. Et il y a quelques cochonneries d'ailleurs à l'intérieur. Il y en a aussi. Il y a quelques petites cochonneries. Expliquez-nous un peu. En fait, je travaille sur le corps de la femme depuis très longtemps. C'est un peu mon sujet de prédilection. Mais ça, c'est pas une cochonnerie, on est d'accord. C'est pas une cochonnerie du tout. Le fait non, est que je veux pas un mouvement féministe qui vienne vers moi dans 5 minutes. Mais je mets mes petits sujets parfois dans des situations un peu étranges. Et surtout, c'est vrai que j'ai tendance à marier différents thèmes dans mon travail, et notamment tout ce qui est l'anatomie. Alors c'est peut-être une passion. Papa était médecin légiste, non, il était chirurgien. Ah, il n'était pas médecin légiste. Moi, j'aurais bien été médecin légiste. Ça me tentait bien, mais j'étais nulle en maths. Donc tout s'explique en fait. Allongez-vous, mon enfant, parlez-moi de votre père. C'est ça un peu. Hein, voilà. Mais c'est vrai que les planches anatomiques et leur beauté, leur véritable beauté me fascinent depuis très très longtemps. Et petit à petit, ça s'est inséré dans mon travail de manière naturelle. Donc j'y insère aussi de la charcuterie, de la boucherie, de toutes sortes de choses. Ça va plaire aux Lyonnais, ça. Les Lyonnais qui nous regardent ce matin vont venir chez vous à Saint-Désiré. On peut faire le bouchon à la cochonnière. Voilà, c'est un bouchon lyonnais finalement. Voilà. Et c'est vrai que c'est un atelier de poche aussi. Hein, un atelier de poche, et un atelier dans lequel je pratique tout au même endroit, c'est-à-dire aussi bien la peinture, le dessin, je fais des grands formats d'encre de Chine et je travaille la gravure. C'est là que je donne des cours de gravure. Et des formations aussi que vous dispensez dans cet atelier. Voilà, donc l'atelier est ouvert le lundi après-midi et le lundi soir pour les gens qui travaillent, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on puisse pas non plus s'amuser. Ouais. Et donc voilà, les personnes viennent découvrir la gravure, pratiquer, et puis profiter de la presse parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans la région. Vous avez une dent contre les hommes ou pas, Céline? Absolument pas. Je les adore. Ouais, vraiment. Oui. Quand je suis rentré dans cet atelier il y a 2 jours, j'ai fait ce constat, il y a que des femmes. C'est vrai. Mais j'ai toujours préféré dessiner les femmes parce que je trouve qu'il y a plus de courbes et c'est plus rigolo. Pour les courbes, je suis d'accord avec vous. Voilà. Après, pour le reste, ça se discute. Céline, on va marquer encore une petite pause parce que j'ai enfourché à nouveau ma mobilette et je me suis à nouveau promené dans les rues tel un juif errant à Uriel, et cette fois j'ai poussé les portes de Simone Meyer. Ça vous dit quelque chose, Simone Meyer? Simone, c'est une personnalité très importante à Uriel parce que son atelier est vraiment au cœur de beaucoup d'activités, non seulement pour sa pratique, puis le fait qu'elle ait un atelier boutique donc qui est ouvert, et puis aussi parce qu'elle organise des expositions et qu'elle réunit beaucoup les artisans entre eux. Simone Meyer, potière pour la rime. Regardez.
Bonjour Simone. Bonjour. Il fait bon chez vous? Oui, alors, Hein? c'est que j'ai... Merci le four. Merci le four, oui, bonjour, oui. Ah non, c'est pas un problème. Bah, c'est bien pour... On a les mains dans la pâte au moins là. Oui, ça y est, c'est hein, ça, on oui. met la Il y main en dans a la qui pâte. payent très cher pour faire un masque en terre. C'est ça, en terre cuite. Voilà. Ah, mais oui, Et voyez. vous le faites tous les jours? Voilà. Quasiment. Presque tous les jours, oui. Alors c'est incroyable parce que Simone Meyer, ça résonne pas tellement allié. Puis quand je vous entends parler, pas plus. C'est pas l'accent d'ici. Non, je ne suis pas d'ici. Ça fait 18 ans, je travaille j'ai un atelier dans le canton d'Uriel, mais je suis d'origine suisse-allemande. D'accord. Voilà. Et vous êtes arrivé comment ici? Ben, ça, c'est une longue histoire. Oui, C'est mes parents d'abord. Je venais en vacances, ça m'a plu. Et vous êtes j'aime bien, resté. oui, j'aime bien cette région ici, ça me convient. Et c'est un lieu qui inspire aussi. Il y a beaucoup, on l'a vu, hein, d'artistes, on en parle dans cette émission. Oui. Alors, ça, c'est aussi une volonté politique, d'abord. Mais on était peut-être plusieurs déjà être installés dans le canton avant. Je fais partie de ceux qui étaient là avant, en fait. Et après, il y a eu cette volonté politique. Après, on en profite, bien sûr, de tout ça aussi un peu, que ça attire un peu plus de propagande publicitaire. Voilà, vous êtes là. Voilà, je pense que si j'aurais été tout seul, je n'aurais pas eu cette occasion. Et là, ce matin, on vous interrompt dans un travail aussi. Oui, ça c'est un peu une des petites marques de fabrique, là, mes bonhommes, que j'aime. Tout en rondeur. Tout en rondeur, voilà. C'est un peu Jean de la Lune, avec les attitudes humaines qu'on peut avoir, avec les inquiétudes aussi, ne sont pas toujours aussi paisibles. Voilà, sinon aussi je suis dans les chaînes. Ces questionnements et ces introspections aussi, que la vie parfois nous impose. Oui, c'est quand même beaucoup dans le thème de l'humain, animalier ou humain, ça m'intéresse, oui. Alors j'ai lu pas plus tard qu'hier le lien entre la poterie et l'âme humaine en fait. Il s'avérerait que la poterie nous renvoie à notre enfant intérieur. C'est-à-dire que le toucher que l'on a avec la matière nous renvoie à la pâte à modeler de notre enfance. Vous le vivez ça au quotidien? Faut tout cette reconnexion avec notre passé. Consciemment comme ça, mais après c'est sûr que c'est un métier où on peut jouer un peu comme un enfant, encore un peu, oui. Il faut garder un peu l'âme d'enfance. Et on se salit comme un enfant aussi. Ah oui, on se salit. Et encore c'est rien, hein, parce que quand je fais le modelage, on est quand même, ça va. Dans le tournage, je suis vraiment dans la baroutine. Là, je suis dans la bande de boue. Votre formation de potière? Alors oui, j'ai fait, c'était en Suisse, comme j'ai travaillé 4 ans chez un maître à potier en Suisse, c'était dans une prison d'hommes, une prison ouverte, voilà, qui font des formations, et 1 semaine par mois à l'école de Beaux-Arts à Berne. En fait, c'est comme ça se passe pendant 3 ans, et après je suis restée 1 an plus à travailler dans ce lieu-là, et oui, qui était très intéressant aussi humainement. Oui. Je suis en train de modeler, moi. Je me prends au jeu. Mais je vais vous laisser un peu plus, si vous voulez. Regardez, je vais faire un petit cadeau. Regardez. Vous imaginez ce que vous voulez, une petite croix ou quoi au caisse. Voilà, vous aurez un souvenir de mon passage. Une petite fleur, voilà. Merci Simone de nous avoir accueillis chez vous. Merci. Je continue ma tournée des artisans. Au revoir. Au revoir. Bonne continuation. Voilà, bon, pour Simone Meyer, suisse-allemande, on l'a entendu. Hein. Beaucoup on va dire de pièces rapportées, c'est pas péjoratif, mais quand même, hein, parmi ces artisans, on l'a dit, c'est incroyable que les uns et les autres aient eu envie de s'installer ici. Oui, c'est véritablement des coups de cœur pour chacun, je pense. C'est la loi de l'attraction. Peut-être, c'est sans doute différent pour chacun, mais le résultat, c'est que effectivement, cette petite communauté s'agrandit progressivement et avec des personnes qui arrivent parfois de très loin. Et donc cette agrégation d'artistes crée sûrement une émulation, et puis c'est quelque chose d'inspirant aussi. C'est quelque chose qui vous porte au quotidien. Parce que non seulement on travaille tous des matières différentes, mais il y a quelque chose aussi de très important dans les toquets d'art, c'est qu'il y a une véritable volonté de ne pas différencier l'artisanat d'art et l'art type beaux-arts qui sont souvent séparés, alors que pour moi et pour nous, on est tous de la même famille, on est tous des artistes, et c'est pas parce qu'on travaille le bois, qu'on travaille le cuir, le verre ou la peinture que il y a une distinction.
En parlant de bois, justement, il y en a un qui travaille les crosses de fusils. De manière magnifique. C'est incroyable. Il s'appelle Sébastien Deschaux. 12 ans qu'il est dans ce métier-là. Il est passé par les grandes fabriques d'armes de Saint-Étienne. Et on l'a retrouvé ici, au coin de la rue, dans son magasin. Regardez, vous allez tout savoir sur son métier. Sébastien Deschaux. Un morceau de bois brut, de la patience et de la passion, voilà tout ce dont a besoin Sébastien Deschaux pour faire naître la crosse d'un fusil. Ici, de la loupe de noyer, l'ajustage va prendre plusieurs jours. Si on épaule avec une crosse trop longue, on épaule mal, donc on a une mauvaise prise de visée. Avec une crosse trop courte, c'est pareil. Donc c'est la prise en main, tout simplement. Donc là, vous allez mettre exactement à la morphologie du client. C'est ça, exactement. Histoire que le client, quand il monte son arme, n'ait pas d'ajustage à faire au niveau de sa tête. En fait, une fois qu'il aura épaulé l'arme, moi, ce que je fais faire bien souvent aux clients, je les fais épauler les yeux fermés. Et quand ils ouvrent les deux yeux, il faut qu'ils soient alignés par rapport à l'arme. Sébastien Deschaux est armurier, titulaire d'un brevet des métiers d'art. Cela fait 12 ans qu'il fabrique des armes. J'ai la chance d'avoir pu faire de ma passion mon métier. Tout me plaît, la mécanique, la précision, le travail aussi bien du métal que du bois. Et on a la chance de toucher plein de domaines, quoi. Que ce soit la fabrication pure, que ce soit la balistique, que ce soit les réglages mécaniques, la trempe des matériaux, les traitements des bois, les traitements de matières comme le métal. Et avec la création, l'armurier compte sur la vente et l'entretien d'armes plus classiques pour faire tourner son affaire. Les chasseurs sont nombreux dans cette zone rurale à l'ouest de Montluçon. Regardez à l'intérieur du canon. Il y a quand même des piqûres, donc il faudra voir pour un rectifiage. Ouais, ça va vivre, puis je pense que... Je sais pas si ça marche bien, je sais pas. Si, vous avez un petit peu de monde. Il y a quand même pas mal de chasseurs dans la région quand même. Pour le moment, il n'y a pas à se plaindre. Dans la région, il y a pas mal de chasseurs. Hein. Je voyais un petit peu cette zone où il y avait un manque au niveau de la chasse. Il m'est arrivé de devoir aller acheter des munitions un vendredi soir et devoir monter à Montluçon. Donc c'est 35 minutes aller, 35 minutes retour. Donc je me suis dit que ça pouvait servir à pas mal de monde. Voilà pour Sébastien Deschaux, armurier ici à Uriel où on se retrouve ce matin pour une émission spéciale dans 9h50 le matin. Émission entièrement dédiée à ce village des métiers d'art puisqu'il se présente aussi comme ça au-delà du patrimoine bâti que ce village recèle. Il suffit de se tourner pour observer qu'on est ce soir ce matin plutôt à 10h20. Je précise, ce matin à 10h20, je suis pas bien réveillé, hein. Mais je suis pas du matin non plus comme vous d'ailleurs, Céline. À l'abri de ce donjon quadrangulaire, l'un des rares édifices de la sorte sur le sol français. Je crois qu'il n'y en a que 4. On l'appelle la TOC. La TOC. D'où l'association dont vous présidez. D'où les toquets d'art. D'où les toquets d'art, ce courant d'art qui souffle sur Uriel. On va poursuivre notre itinérance d'artiste en artiste. Et celle-ci, elle est pas piquée d'un ton. Il a fallu un certain courage pour pousser les portes de la maison de Geneviève Pavali. Maison contemporaine, j'ai appris, contemporaine de ce donjon. Une des plus anciennes. Du XIIe siècle. Et là, on revient encore une fois à Georges Sand, puisqu'apparemment, il se serait inspiré de ces murs pour planter le décor, entre autres, de certains passages des maîtres sonneurs. Alors, Geneviève Pavali, là encore, hein, on est dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque cette dame a fait ses armes du côté du quartier de Saint-Jean à Lyon. Elle va tout nous raconter. C'est une personne adorable. Elle est marionnettiste. Regarde ce que j'ai trouvé, Geneviève. C'est normal que je trouve ça dans les escaliers en montant chez vous. Bonjour. Vous devriez avoir parlé lyonnais en plus. Alors expliquez-moi, qu'est-ce que fait ce guignol ici? Oh, bah, c'est un reste de l'atelier de Guignol, puis je fabriquais des guignols à l'atelier de Guignol à Lyon. À Saint-Jean? À Saint-Jean, donc. C'est ce qui reste. C'est ce qui reste. Mais bon, quand on fait des guignols, des marionnettes, on en fait tout le temps. Hein. Je fais toujours du guignol, je fais toujours d'autres marionnettes. Et à Uriel, donc désormais, depuis 7 ans maintenant? À peu près 7 ans, oui. Geneviève Pavali, d'origine arménienne. Voilà. Et vous le revendiquez haut et fort. Voilà. Merci de nous accueillir chez vous dans votre atelier grenier, finalement. On est dans le grenier, là. Bah, c'est un atelier grenier, si vous voulez. Geneviève, qu'est-ce qui s'y passe ici? Bah, il se passe des cours. Les gens viennent apprendre à fabriquer les marionnettes. C'est presque essentiellement ça maintenant. C'est moi le prof.
Si demain ça vous dit, vous venez. Donc, je prends n'importe qui. Par exemple, celle-ci, là. Bah, celle-ci, elle n'est pas finie, il manque les fils. Bon, bah, c'est du bois et du cuir, avec des yeux en verre. C'est un farfadet, un lutin. Il fait un peu flipper, hein. Ouais, pourquoi? Ben, il a un regard un peu inquiétant. C'est les yeux, hein, c'est de toute façon. Ben, Parce que c'est du verre. C'est du verre, mais autrement, bon, il y en a d'autres, hein, là, il y en a en préparation, là. Celle-ci, là, il y a une... C'est vous qui moulez les visages? C'est pas moulé, là, il y en a qui sont sculptés. C'est vous qui les sculptez aussi? Voilà, mais bon, C'est vrai, maintenant vous travaillez j'arrête le bois. parce que je travaille le bois, mais maintenant j'ai tendance à arrêter parce que j'ai plus envie de me casser la tête à stocker des arbres, à stocker des outils, donc je finis. Quel boulot. Ouais, ça, c'est pas du bois. Si, c'est du bois. Je croyais que c'est c'était du bois. plâtre. Mais bon, je fabrique aussi en composite pour les élèves. Alors en composite, où c'est que j'en ai là? Je dois avoir une bécassine. Ah bah, où elle est, ma bécassine? Elle est là-bas. Parce qu'il y a celles qui sont en montage, celles qui sont... Voilà. Ça, c'est pas du bois. Mais c'est aussi solide que le bois, ça. C'est de la composite, c'est de la sciure et de la colle. Elle est lourde. Bah, elle est lourde parce qu'elle est plus grosse. Plus vous prenez les grosses marionnettes. Bécassine, c'est ma cousine. C'est votre cousine, ouais. Hein, c'est bien ça, là, elle a bien C'est nommé. ça. Hein. Voilà. Et comment vous y retrouvez dans un tel bazar, là? C'est super organisé, mon bazar. Hein. Ah oui? Ah, alors là, Vous êtes sûr? ici, c'est le travail des marionnettes qui vont être préparées. Donc, il y en a, il y a des petits poussins. Donc il y a des bouts qu'il faut chevaliers. assembler, quoi. Voilà, donc là, je mets le temps de trouver. Hein. Les pièces détachées. Ces pièces détachées. Et Ici, ouais. c'est les petits montages. Ça, c'est... Et vous avez plumé un canari ou quoi, là? Non, non, mais ça, c'est un petit boa. C'est parce que j'ai des petits poissons, des petits poussins à faire. Ah oui. Un petit poussin, et puis je voudrais essayer de le finir. Donc après, ici, c'est le montage, la peinture. Alors, il y a des têtes qui sont moulées. C'est des petits moulages, ça. C'est de la pâte qui est mise sur une boule en bois. Ça, c'est des moulages. Ça fait des toutes petites marionnettes de petits souvenirs lyonnais, comme ça. Et juste une confidence, Geneviève. Moi, j'aimerais pas me retrouver ici, en plein hiver, un jour d'orage, sans électricité dans cette pièce. Parce que vous avez... J'aurais l'impression d'avoir des monstres autour de moi. Imaginez la nuit, ça va être effrayant. C'est l'idée qu'on s'en fait. Non, non, mais non, les c'est enfants pas ne du le tout. disent pas, ça, quand ils rentrent. Non, là. ils n'ont pas peur. C'est de toute façon, vous dites à un enfant, tu vas pas avoir peur, c'est là qu'il a peur. Hein. C'est plus les parents qui ont peur de ça. Donc après ici, c'est le montage. Hein. Donc là, je mets des cheveux. Donc tout ce qui est pour cheveux, c'est ici. Voilà, il y en a qui attendent, elles attendent d'être habillées. C'est des perruques, ça, c'est pas des vrais cheveux. Ça, finalement. c'est une perruque, ouais. Ah ouais. Une perruque transformée, on met tout, hein. Bon, ça, c'était une princesse moche. Ah oui. Il fallait faire une jolie moche. Une princesse elle jolie est plutôt moche. réussie. Elle est plutôt réussie. Ouais. Hein? D'où vient l'inspiration, Geneviève? Il n'y a qu'à regarder autour de soi. Il n'y a pas besoin d'en chercher maintenant. Ça, quand on n'a pas d'idée, on se met à la terrasse d'un café, puis on regarde passer les gens. Hein. Il n'y a qu'à écouter, on trouve tout de suite. Mais bon, si on regarde les pièces de Molière, il y a toujours le gentil, le méchant, les pièces de Guignol. Quand vous prenez il y a la bourgeoise, il y a Guignol Niafron, l'ivrogne philosophe. Et il y a la Madelon, le cadet, c'est le seul qui est auvergnat. Sans faire de politique, Geneviève. Ouais. La métaphore de la marionnette, c'est la métaphore d'une vie, finalement, de l'homme. Est-ce qu'on est tous des marionnettes? Oh ben, on est tous des marionnettes. Hein. On est tirés par des ficelles, vous pensez? Bien sûr, c'est le destin qui fait ça. Appelez-le le destin, Dieu, Bouddha, ce que vous voulez, mais pourquoi moi je suis venu ici à Uriel? J'aimerais bien le savoir. Faites voir, vous n'avez pas de ficelle pourtant dans le dos, rien? Non, mais et puis je sais au pas bout des où, bras. je sais pas où demain la vie va me porter, hein, parce que aujourd'hui Uriel, hier Lyon. Et demain, peut-être Bamako, on ne sait pas. Peut-être. Vous m'enverrez une carte si vous allez à Bamako. Je me propose pour donner des cours à l'étranger. Ah. Dans les pays chauds, surtout l'hiver. Ça, c'est... Voilà. Merci, c'était une belle rencontre, Geneviève. Oui. Merci, je continue. D'accord. Mon petit chemin de bonhomme. Eh bien, comme dit continuez, et puis coupez pas les fils, vous en aurez toujours. C'est vrai, c'est la morale de l'histoire, ça. Voilà.
J'ai eu un vrai coup de cœur avec Geneviève Pavalli. Ah, c'est un véritable personnage. Geneviève. L'inspiration, me dit-elle, on l'a entendu là. L'inspiration, il suffit de regarder autour de soi. La mocheté humaine, elle est autour de Elle est incroyable. Ah oui, elle est incroyable. Et son atelier est une caverne aux merveilles. Non mais vraiment, vous y êtes évidemment rentrés. Bien sûr. Il y en a partout, il y en a au rez-de-chaussée, il y en a sous les toits, dans ce grenier. Oui, c'est incroyable, incroyable. Pour se frayer un chemin, il faut pousser les marionnettes. On peut rentrer d'ailleurs chez elle, je lui ai pas posé la question, mais est-ce qu'on peut rentrer chez Geneviève? Il faut frapper chez Geneviève. Alors elle travaille beaucoup à l'extérieur. Elle est là ou pas? Ou pas. Voilà. Alors ça sert à rien aussi de lui laisser un message, hein. On a bien compris au téléphone, hein. Ça ne marche pas. Non, mais si, elle a sa page Facebook, elle répond à Facebook, et puis elle a quand même une vraie clientèle. Elle est très réputée. Geneviève, elle travaille beaucoup, et ça fonctionne bien, oui. Allez, on va retourner chez Magali Bécard pour la deuxième partie. C'est le bouquet final quasiment. C'est le défilé de mode dans son atelier. Regardez. Je vous l'avais promis, Magali. Je t'ai mis parole. Hein. Oui. On a fait le tour des artisans d'Uriel. Et puis on termine chez vous. Comme promis, les mannequins sont là. Voilà. Elles sont parées de leurs plus belles étoffes. Exactement. Alors on va se crocher d'elles. Alors il y a Rosie, Camille et Émilie. C'est ça. Dans l'ordre d'apparition, alors. On va peut-être commencer par Rosie. Rosie porte une tenue d'inspiration Révolution. Alors j'avais fait un défilé sur le thème de la Révolution en 2014 et ça m'a inspiré plein d'autres créations. Donc je continue un petit peu sur ce fil conducteur. Voilà. Un costume de scène finalement. Un petit peu, oui. Hein? Après, ça pourra justement servir pour la scène ou les pièces de théâtre. Vous avez des demandes justement dans ce sens ou pas? Oui, quelques-unes. Je travaille avec un metteur en scène parisien. Et il me demande beaucoup des choses un petit peu délirantes. Et puis sinon, il vient se servir un petit peu dans mes stocks. Alors Camille, elle, c'est plutôt une robe inspiration robe de mariée, mais tout en dentelle blanche et noire. Je voulais vraiment marier ces deux couleurs ensemble et faire sortir le noir. Je croirais à Venise, là, non? Un petit peu, oui. D'où le masque, le rappel sur hein. le chapeau, ouais. Quel est le lien entre vos costumes, vos créations et le nom de votre atelier qui s'appelle Vultus? Vultus en latin veut dire visage. Tout à fait. Et le rapport? Alors je suis partie dans l'idée que chaque visage est unique et différent, donc chaque création, chaque robe doit l'être aussi. Émilie? Et Émilie, voilà, alors dans une robe un peu plus inspirée espagnole, avec les volants derrière. Donc j'adore le volant. Et ça peut être une sévillane, là. Oui. Elle pourrait danser le flamenco, là, en rouge et noir. Là. Oh oui. Émilie, vous savez danser le flamenco? Oui. C'est vrai? Oui. Bon. Un petit extrait. Si je vous demande 2-3 pas, 2-3 gestes. La sévillane? Oui. On cueille la pomme, on mange la pomme et on la jette. Et comment vous vous sentez dans votre costume? Très très bien. Vous pourriez aller faire des courses comme ça? Oui, je suis sûre que je pourrais. En m'entraînant un petit peu, il n'y a pas de problème. C'est un petit peu encombrant, faudrait raccourcir un petit peu, mais sinon ça peut le faire. Une retouche. Oui, tout à fait. Et Camille, vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est magnifique. Enfin, vraiment, je trouve ça vraiment sublime, parfait en fait. C'est mon style en même temps, c'est ce que j'adore. Et vous verriez aussi, vous, dans les rues d'Uriel, pour aller chercher la baguette? Avec mon cheval, ouais, complètement. C'est, franchement, ouais. On se sent mieux que dans les affaires de tous les jours, dans les habits de tous les jours? Limite, ouais. Limite. Ouais, franchement, oui, on se sent belle, en fait. Oui, c'est ça, en fait. Hein. L'idée, c'est que ça valorise, finalement, la femme. Ouais. C'est ça? C'est ce que vous recherchez aussi? Toutes les tailles, exactement. Oui. De mettre en valeur le côté féminin de chaque femme. Les embellir, et qu'on soit petite, grande, qu'on ait des rondeurs fines, il n'y a pas de limite. Toutes les femmes sont belles. Merci beaucoup, Magali, de nous avoir ouvert les portes de votre univers. Merci à vous. Et longue vie ici à Uriel. Merci. Au revoir, mesdames. Au revoir. Encore un, puis après je monte. Oh la vache, on est envahi par un nuage là, ça pétarade de partout, je sais pas ce qui se passe. Si, oh là là, là voilà, ma mobilette. Ah, la mienne, mon 103 des années 70, ça y est. Oh, une partie de ma jeunesse est là, elle arrive. François, et puis toute sa bande, la horde sauvage qui déferle sur Uriel. Oh là, elle est magnifique ça là, c'est quoi? C'est quoi, une
Flandria. Flandria, alors ça, je suis jamais monté dessus, je dois être un peu trop jeune pour ça. En revanche, là, il y a une jolie 88 Motobécane. Et puis mon petit 103 là. François, c'est à toi qu'on doit tout ça là. On va percer le mystère de cette mobilette qui m'a accompagné dans les rues d'Uriel. Oui. Mets bien ton micro ici s'il te plaît François. Oui. Merci de m'avoir prêté cet engin. Je sens encore des mains, figure-toi. L'essence, un peu de graisse, d'huile, il y a un peu de tout sous mes ongles ce matin. Elle n'est pas servie depuis longtemps en plus, elle est un peu crasseuse. Raconte-nous d'où ça sort tout ça là. Ça sort d'une association qui est à Trénia, à une dizaine de kilomètres d'ici en fait. Ouais. Où on a monté un petit musée avec mes camarades ici présents il y a une quinzaine d'années. Et on a rassemblé des collections qu'on avait déjà, nous. Parce qu'on avait déjà empilé des mobilettes un peu depuis notre jeunesse. Vous avez fait la tournée des granges, des grands-pères et des grands-mères. Vous avez commencé comme ça. C'est ça? Au début, oui. Puis après, il y a un milieu de la collection, comme pour les motos, où il y a eu de la mobilette aussi. Donc on en a trouvé aussi sur des bourses, des marchés spécialisés. Puis on en a récupéré au monstre, sur des tas d'encombrants, des choses comme ça. Et puis depuis qu'on est constitué en association, il y a des gens qui nous les amènent. Vous en avez combien au total là? Dans l'expo, il doit y en avoir 120. 120 Dans les réserves, il doit y en avoir 2 fois plus. Et puis on en a tous un peu de cachés chez nous encore. Donc, Mais c'est incroyable, vous avez un vrai trésor là. Ouais. Il y a de quoi faire. On peut en acheter chez vous ou pas? Non, on fait pas de commerce. Pas de commerce. Non. Donc c'est une association évidemment à but non lucratif. Tout à fait. On a donc un musée qui est ouvert tous les dimanches après-midi de 14h à 19h entre le début mai et maintenant. Là, on vient de fermer ce week-end. Et après, on a un atelier associatif aussi qui est ouvert le dimanche pour bricoler, les gens qui ont envie de bricoler des mobilettes. Et le temps fort de toutes ces mobilettes, c'est quand même le rassemblement. Eh ben, c'est ce week-end. Voilà, c'est-à-dire que dimanche, il y aura un rassemblement à Trénia de mobilettes, où il y aura donc une bourse d'échange. C'est comme une brocante, un gros marché de la mob, du 50. Et n'ayons pas peur des mots, ça vient all over the world. Ouais, all over. Ça vient du monde entier. Du monde de la mobilette, ouais. Et des Américains. Des Chinois et des Japonais. Il y a des Belges. Et déjà, c'est pas mal. Hein. Il y a des Belges. Il y a des Belges. Ah ouais. Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ici les Belges? Des Bretons. Qu'est-ce qu'ils veulent? Parce que le pays de la Belgique, c'est le pays du vélo. Ah non, il y a beaucoup de mobs en Belgique. Parce que comme c'est plat, et ben justement, ça s'y prête bien. Il y a pas, elle peine pas trop là-bas. Celle-là, tu sais que je suis vraiment attaché. Non mais vraiment. Hein. Bon, on en discute alors il après. faut que je te dise un truc. Elle fait un bruit un peu douteux, quoi. Un clac, clac, clac. Je sais pas d'où ça vient. Si. Tu sais, toi? Ouais, je crois que dedans il y a un petit truc là. Je te dis, je l'ai récupéré tout juste. Je l'avais prêté à un copain. J'ai récupéré juste 2 jours avant. Il faut que j'y fasse une petite révision. C'était magnifique. On a passé un très bon moment. L'émission se poursuit gentiment. Elle touche à sa fin. Bon an, mal an, on aura passé un très bon moment ici, mais il faut dire qu'au-delà de cette émission, il y a aussi un journal télévisé, Grande Région, qui se fait depuis Uriel, mais vous êtes vraiment gâtés. Hein. Après, on se dit, non, mais Uriel, personne ne parle de nous. Mais si, nous, on est là pour parler de vous. Voilà, exactement. Le centre de la France. Et le centre du monde. Et ouais. Voilà, point barre. Et donc, il y a un journal télévisé qui est présenté par Fabien Gandillon. Il va nous donner à voir un peu le contenu. Viens, Fabien, tu nous as présenté Uriel, tu as présenté tout à l'heure la Lune Tiers dans cette émission, Florine. Le journal de midi, le menu, donne tout. Le menu, il va être très simple. Nous allons continuer notre balade avec les artisans d'art d'Uriel dans l'édition du 12-13. Nous irons notamment voir un verrier installé sur la communauté de communes. Vous verrez, il réalise de magnifiques vitraux. Ce sera un très beau reportage d'Aurélie Albert. Nous verrons ceux qui sont à l'origine de ce village d'art. Nous verrons comment ça fonctionne. Et surtout, nous verrons ce que ça apporte au village. Vous aurez également toute l'actualité habituelle dans vos bassins de vie de Grenoble, de Lyon ou de Clermont-Ferrand. Pour cela, rendez-vous donc dans un peu plus d'1 heure. C'est donc à midi pile sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez tout dit, Fabien? Presque. Vous êtes prêts là? Vous êtes prêts? À vous de me le dire. Pour le journal, je sais pas, à mon avis. Notre plus grande peur, c'était la pluie. Regardez, il fait grand soleil, donc le journal se passera bien. On a de la chance. Je vais le faire en mobilette même. Tiens, pourquoi pas? Avec vos invités, ça peut être charmant, avec un joli casque sur la tête comme celui-ci là. Voyons, faites voir un peu. J'ai l'oreille, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Bon, on verra ça après. Moi, je vais vous embrasser en tout cas, Céline. Avec grand plaisir. Parce que vous avez été adorable. Vous m'avez accompagné dans cette émission. On a appris beaucoup de choses et on reviendra promis à la Cochonnière et ailleurs. Mais je vous accueillerai toujours avec grand plaisir. François, je te fais pas la bise. Parce qu'entre deux barbus, ça peut faire velcro. Et puis, accessoirement, on va te faire jouer un peu de musique. J'espère qu'avec le tuba, t'as pas l'idée en tout cas de faire un pot d'échappement. Hein. Non, ni avec ta clarinette? Non plus. Allez, tout se commande. On va finir en musique avec peut-être une version revisitée de... tout le monde reconnaîtra. C'est qui? C'est Capitaine Flamme. Voilà. Encore du jeunisme.
François, merci. Merci à ton tuba et à ton banjo. T'appelais comment ? Laurent. Bravo Laurent pour tout ce que vous faites. Merci. Capitaine Flamme, revu et corrigé par François et ses amis ici sous le soleil d'Uriel. On a passé un très bon moment, 9h50. Ça se termine, c'est terminé.